tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans le sud de la France pour vous présenter la toute nouvelle Audi A5. Vous l'aurez peut-être déjà découverte, elle est passée au salon de l'auto et on peut enfin vous faire l'essai. En vrai, dans la réalité, on est un petit peu avant le salon de l'auto, on est début octobre, on essaye cette voiture dans le sud de la France. On n'a pas le droit de vous en parler pour le moment, mais vous la découvrez direct en live dans cette version avant que j'ai juste ici. Elle existera en A5 et en version S5 avec des essences, des diesels et des PHEV qui arriveront en 2025 et même une version sportive sur la version S5. Comme d'habitude, on fait le tour de la voiture, je vous donne toutes les nouveautés, les caractéristiques, l'intérieur, puisque oui, le Q6 a amené cette nouvelle planche de bord que l'on redécouvre également sur cette version de la Audi A5. Je vais vous donner toutes les informations, les moteurs qui vont être présents et les moteurs qui vont arriver. Petite chose à savoir, A5 elle remplace l'Audi A4 puisque Audi maintenant, et depuis l'année dernière me semble, si je ne dis pas de bêtises, toutes les versions qui finissent par un nombre pair seront des versions 100% électriques. Audi Q6 électrique, Audi Q4 électrique, Q8 électrique. Et bien ce sera pareil avec l'A6 qui sera électrique. Donc la A6 deviendra une A7. La A5 c'était une ancienne A4. La A4 sera 100% électrique, donc la A4 devient une A5. Et la A5, elle disparaît un petit peu, elle se mélange et ça devient ça. Comme l'A7, ce sera en gros la version A6, mais avec différentes versions. Et il y aura toujours quelques versions RS, ne vous en faites pas. Donc la A5, c'est la A4, la berline par excellence de chez Audi que l'on connaît depuis pas mal de temps. Il y a eu une version RS4 là d'ailleurs qui s'est terminée avant justement que ça devienne des A5. C'est pour ça que ça c'est le tout nouveau modèle. Elle sera disponible en TFSI 150 chevaux et en TFSI 204 chevaux. Ça c'est les versions essence avec des 2 litres, des nouvelles motorisations 2 litres avec un nouveau turbo et un nouveau bloc également. Ensuite, la version que j'essaye aujourd'hui, c'est une version diesel. Elle existera donc soit en traction, soit en quattro, comme ici. Aujourd'hui, version quattro, diesel, 2 litres, 4 cylindres et 204 chevaux également. Seulement 204 chevaux, mais soit traction, soit quattro. Ensuite, il existera la version S5, qui sera la version la plus puissante pour le moment, qui sera elle un V6 3 litres, comme on connaît chez Audi depuis quelques temps, avec 367 chevaux, donc de la puissance du couple, tout ça. En 2025, un petit peu plus tard dans l'année, il existera une version hybride rechargeable. Les versions hybrides rechargeables, on le connaît chez le groupe Volkswagen, elles intègrent maintenant de grosses batteries. Ce sera sûrement un petit peu la même plateforme que les nouveaux Tiguan, tout ça, mais on n'a pas plus d'informations. Je pense que ce sera cette nouvelle batterie de 19,7 kWh, puisqu'ils annoncent une autonomie supérieure à 100 km en 100% électrique. Hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, que des MHEV. Et pareil, le MHEV, alors c'est un MHEV Plus qui apparaît sur les versions diesel et sur la version V6 3 litres que l'on va voir arriver un petit peu plus. Donc c'est un micro-hybride mais amélioré. On aura des phases quasiment hybrides et des redémarrages, par exemple lorsqu'on sera en cycle urbain, avec une partie 100% électrique qui pourra nous permettre de redémarrer et utiliser cette voiture en 100% électrique dans certaines petites phases. Une batterie de 1,7 kWh, ce qui va évoluer comparé à souvent ces petites batteries. Et là, une plage de 48 volts qui nous permettra d'évoluer et normalement de baisser un petit peu les consommations de cette voiture. Au niveau des dimensions de cette auto, elle mesure 4,83 m de long, 1,86 m de large et 1,44 m de haut avec ces belles barres de toit ici que l'on retrouve en finition mat. Et surtout, on peut voir aujourd'hui qu'on a aussi un pack noir, parce qu'on peut voir que tout est noir sur cette voiture et ça c'est plutôt joli. Ça contraste blanc avec ce blanc glacier. Au final, c'est plus long que l'ancienne A4 de plus 67 mm, quasiment 7 cm de plus, ça fait quand même la différence. 13 cm de plus de large également pour une meilleure stabilité, plus de précision. Un châssis qui a été entièrement retravaillé, c'est le nouveau châssis PPC. Donc ils font les PPE qui sont partagés par exemple avec la nouvelle A6 qui arrivera bientôt et le nouveau Porsche Taycan qui sont ça en gros les premiums en version électrique. Il existera également les premiums en version combustion comme on a aujourd'hui sur cette nouvelle A5 ou S5. Châssis retravaillé, suspension retravaillée, direction retravaillée. On va voir ce que ça donne sur tout type de route. Suspension active, direction pareil variable. On testera sur la route. On va faire de l'autoroute puisque j'ai choisi une version TDI puisqu'il reste quand même quelques gros rouleurs en France. Et le TDI
en vrai, le diesel, il n'y a rien de mieux pour les gros rouleurs et on va voir ce que ça donne sur un trajet d'environ entre 300 et 400 km selon le temps que je vais avoir aujourd'hui et selon la météo. Là, j'ai un petit peu de chance. J'ai déjà fait 150 km pour pouvoir me trouver un petit coin de soleil parce qu'il faisait que pleuvoir dans le coin où j'étais. Pendant qu'on parle de diesel, réservoir de 60 litres de diesel, ce sera 56 litres seulement sur les versions essence. Alors des fois, je me pose des questions comme ça. Pourquoi 4 litres de différence? Qu'est-ce qui change? Il faudrait que je demande aux ingénieurs. On ne sait jamais, au cas où. Au niveau du poids, pour les premières versions, les TFS 650 sont les plus légères avec 1800 kg et on monte jusqu'à 2100 kg environ avec les pleins faits sur la version la plus sportive, la S5 qui, elle, aborde un plus gros moteur et le système Quattro avec le torque vectoring, etc. Donc ça, on connaît également le torque vectoring. C'est par exemple quand je suis en virage avec le différentiel à l'arrière, ça va répartir plus de puissance sur la roue là-bas pour m'aider à tourner et que ce soit quelque chose de plus dynamique. Je ne vous ai pas parlé des prix encore. Cette voiture commencera à partir de 45 500 € pour une version S5. Donc sans avoir tout personnalisé encore, on sera aux alentours de 80 000 €. Par contre, la version S5, c'est 80 000 plus options, plus malus. Par contre, la version S5 et les versions diesel bénéficient de cette nouvelle micro-hybridation, pas les versions essence. Elles auront juste le start and stop de base. Au niveau des finitions, on commencera par la version design, ensuite il y aura la finition business, ensuite on aura la version S-Line et la version S5 qui sera elle la plus sportive avec le look plus le moteur. Elle sera disponible en 9 couleurs, alors toujours les couleurs assez simples de chez Audi. Le blanc glacier lui va bien, surtout avec ses jantes contrastées un petit peu champagne et diamantées. Ça mène un petit truc très très sympa, plus les freins rouges. Ouais, j'aime bien ce look, avec le contraste noir, les petites poignées et tout ça qui change, les poignées pareil, ça c'est une nouveauté. On va voir, il y a quand même beaucoup de nouveautés sur cette voiture. Ensuite, pour les options, par exemple l'aide à la conduite, tout ça, on aura plusieurs packs. On commencera par le basique, le Tech Plus et le Tech Pro qui sera le max avec en gros toutes les aides à la conduite, conduite de niveau 2, etc., tous les capteurs. Sur l'avant de cette voiture, comme vous pouvez le voir, elle est assez large, 1,86 m de large et 2,10 m jusqu'au bout des rétros. Donc, si vous avez une petite place de parking, faites attention à ça, 2,10 m, ça fait tout de même assez large comme entrée. Nouveauté sur cette voiture, tout est nouveau, on peut le voir, l'avant, le style, on reconnaît Audi surtout grâce à ses calandres, puisque ça là, le single frame comme ça, c'est très marqué chez Audi. Dans tous les cas, avec les anneaux au milieu, on reconnaît facilement une Audi. Un capot assez lisse, un petit peu marqué ici, mais je vous avoue que sur le blanc, ça se voit assez peu. On a un gros pack de caméras juste ici pour les aides à la conduite qui sera couplé avec le capteur qui est juste ici alors. Et celui-ci. En fait, on a deux capteurs. Alors, je vous avoue que Audi, j'aime bien Audi, mais par contre, ça là, il va falloir vraiment faire des efforts. Même Renault intègre ça dans son logo. Alors, je veux bien que ce soit peut-être un petit peu plus performant là-dedans, mais le fait de un gros truc au centre là, plus ça, ça cache un petit peu tout. C'est comme Mercedes, même sur les Maybach, ils mettent des grosses parties là. C'est des voitures qui valent quand même assez cher et j'avoue, alors c'est top à conduire. Messieurs les designers, s'il vous plaît, un petit effort, parce que ça là, en plus c'est pas symétrique. Vous l'auriez laissé que au milieu, pourquoi pas, mais là, ça gâche un petit peu le dessin, je trouve. Alors je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien que tout soit carré, tout soit bien droit, tout soit bien symétrique. Vous voyez, même à l'image, j'aimerais bien qu'il y ait un deuxième moi là-bas pour que ce soit bien parfait. Enfin, je ne sais pas si je suis le seul à avoir des tocs comme ça, mais bref, ça c'est Nico. Ensuite, donc, on a ce nez ici donc, qui tombe un petit peu plus qu'avant. C'est pareil, ça change de style et sur les côtés, c'est nouveau bloc optique. Alors, on a pu découvrir sur le nouveau Q6, SQ6, ces nouvelles signatures lumineuses et ça apparaît également sur cette A5. On reprend des feux bien sûr matriciels. On a une voiture assez haut de gamme avec le détourage, etc. Mais surtout des animations lumineuses avec une personnalisation des LED dans le MMI à l'intérieur. Et pareil, à l'arrière, je vais vous montrer un truc assez spécifique. Je vais vous en faire un petit bout de vidéo. Vous allez voir quand on sera sur l'arrière, je vous l'intégrerai. Il peut y avoir énormément de combinaisons possibles puisqu'on a des petits panneaux, tout comme là. Petit à petit, ça va évoluer et dans quelques temps, normalement, Audi pourrait permettre de personnaliser soi-même sa signature lumineuse ici. Et plus les versions seront de gamme, plus il y aura de pixels ici disponibles. Ensuite, sur les côtés, des rideaux d'air. Là, cette partie, normalement, est grise, un petit peu plus argentée. On peut la voir donc là dans ce pack noir. Les versions S-Line aussi évoluent. Et cette calandre avec, pareil, la nouvelle signature d'Audi. Donc, c'est ces petites vagues ici, ces petits U que l'on distingue maintenant. Et sur les versions S, donc ce sera des demi comme ça, donc qui amènent de quoi élargir un petit peu. Alors là, c'est en version mat, donc c'est un plastique
assez basique, mais je ne sais pas s'il est teinté comme ça ou... Non, on dirait qu'il y a quand même une petite couche de peinture dessus. Et ensuite, on retrouve des plastiques assez basiques sur le bas, ici, qui intègrent les capteurs. Et on a quand même des calandres ouvertes, puisqu'on a des vrais moteurs. Mais comme je vous disais, comme c'est un chiffre impair, c'est un moteur thermique. Sur le côté de cette voiture, je vous disais, c'est une longue voiture, 4,83 m. Oui, ça ne court plus les rues, hein. Les longues berlines, on fait maintenant des SUV. En SUV 4,83 m, ça fait un très très gros SUV. C'est quasiment SUV du segment D. Elle est longue, mais par contre, on peut voir qu'elle est assez à plat. Et berline, ça fait du bien que Audi continue à faire des berlines parce qu'il y en a de moins en moins. Il reste que les marques premium quasiment qui font des berlines. C'est de moins en moins demandé. Les gens veulent des voitures de plus en plus grosses, toujours être plus haut. Moi, je vous avoue que ça me va bien. Et surtout, on bénéficie quand même d'un grand coffre. On le verra juste ensuite, puisque version break. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais elle existe en version berline de base. Donc, hop, la coupée qui intégrera un nouveau truc. Ce ne sera pas juste le coffre qui s'ouvre, ce sera tout le haillon avec la partie vitrée qui pourra venir pour plus de facilité également lors du chargement. Ou la version avant, comme on voit ici. Et la version avant sera disponible sur les versions normales et également les versions les plus sportives. Hâte de voir s'ils vont faire une RS5. J'espère. Sur le côté, beaucoup plus lisse qu'avant. Regardez, au niveau des poignées, ici, c'est des poignées qui sont à l'intérieur. Mais surtout, lorsque je vais glisser ma main pour ouvrir, en fait, j'ai un petit truc sensitif à l'intérieur qui va me permettre d'ouvrir. Et en fait, la poignée ne bouge pas. Alors ça, c'est bien également pour l'efficience, pour l'aérodynamisme, parce que l'air vient filer comme ça. C'est plus joli, ça fait moins de bruit également. Et sur le côté, quelque chose de très lisse, très simple, à la Audi, juste un bas de caisse un petit peu plus sportif avec un petit déport et un rappel en noir. Par contre, ce que j'aime beaucoup, comme je vous disais, c'est ces jantes ici. Elles sont magnifiques. Je trouve ça top. Au niveau du freinage d'ailleurs, grâce à cette nouvelle micro-hybridation, on va avoir un freinage régénératif. Alors, c'est très léger, c'est pas comme sur une vraie hybride, mais ça va permettre de créer un petit peu plus et surtout, on peut recharger avec beaucoup plus de puissance la batterie qui se situe sous les sièges arrière bien cachés dans le plancher là-bas. Et ce moteur de micro-hybridation, donc c'est quand même un moteur assez gros qui est couplé en bas là au niveau de la boîte de vitesse pour permettre de donner de la puissance à cette voiture lorsqu'on va rouler en 100% électrique et pouvoir même démarrer comme je vous disais. Au niveau des jantes, on ira du 17 pouces au 20 pouces avec 11 styles de jantes différents. Et là aujourd'hui, j'ai les plus grandes possibles en 20 pouces. On verra ce que ça donne. Toujours ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a des jantes petites, plus on a des pneus épais, plus on a de confort. On a quand même une suspension pilotée, mais gros pneus plus suspension pilotée amène encore plus de confort. Là, ça tape un petit peu plus et on sentira un poil plus les défauts, même si ça reste confort. Ça, c'est le petit truc à ne pas oublier. Mais j'avoue que niveau look, du 20 pouces, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Un petit coup de 3/4 arrière, parce que vous me connaissez, moi j'aime bien les 3/4 arrière et c'est encore plus joli sur les breaks. Et surtout là, quand c'est bas comme ça, c'est profilé, c'est aéro, c'est plutôt joli. Et ce grand bandeau là, cette grande partie rouge, elle amène un petit truc sympa. Surtout quand c'est tout neuf, c'est tout beau comme ça là, c'est joli. Et c'est très lisse. Et par contre, lorsqu'on est de nuit, comme je vous disais, les blocs optiques, il y a vraiment une partie vraiment spécifique. Tout est arrondi, c'est pas trop énervé. Simple quoi. Enfin, une Audi qui reste assez discrète. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je viens de trouver un truc très très cool, c'est cet écran qui va pouvoir me permettre de vous montrer toutes les configurations lumineuses ici sur les feux arrière. Et regardez, il y a vraiment pas mal de choses. Donc ça, c'est quand on va démarrer la voiture, on va s'en approcher de nuit. Hop. Et ça, c'est quand on éteint ou qu'on referme la voiture. Je trouve ça ultra stylé. Je trouve que Audi ont toujours été pionniers un petit peu là-dedans. Et c'est cool de pouvoir la voir comme ça sur une version où on peut tout vous montrer. Et regardez, enfin, là il y a un mix de toutes les cinématiques possibles. C'est assez incroyable. Donc là vous avez pu normalement tout voir. Et ça c'est juste backlight, taillights. Et là on a eu la démo complète. De ce côté-là, on mettra donc 56 litres d'essence ou 60 litres de diesel. On verra ce que ça donne niveau consommation et ce qui est d'affiché. On pourra faire, je pense, 900 km avec un plein de diesel selon les consommations. Long béquet ici, alors qui déborde très peu sur la vitre arrière. Une antenne type requin totalement différente de ce que j'ai vu jusqu'à présent.
un look assez héros. On dirait presque un petit bateau, plutôt sympa. Vitres arrière surteintées sur toutes les versions les plus haut de gamme. L'essuie-glace toujours pratique. Les anneaux, donc maintenant, qui ont toujours ce style un petit peu à plat. On n'a plus la partie chromée. Et pareil, on évite le chrome de plus en plus sur les voitures puisque ça pollue le traitement chimique du chrome. Donc là, peint comme ça, le long bandeau lumineux. Et d'ailleurs, je ne sais pas alors si ça va me faire l'animation quand je ferme comme ça. J'ai juste ça et... Non, ça le fait seulement de nuit. Ah non, ça le fait quand même. C'est très stylé. Je ne vous ai pas montré, je vous montre rarement la clé. La clé ressemble à ça. Clé assez basique. Ouverture, fermeture, j'appuie 2 fois, ça ouvre le coffre. Je le ferai juste après. Tout est peint sur cette voiture. On retrouve même des plastiques ici peints, les capteurs, la caméra à l'arrière, caméra 360 degrés bien sûr, selon les packs que vous allez prendre. Et un échappement qui est quand même sur le côté. Ils ont fait l'effort de ne pas le cacher et j'avoue que j'aime bien avec des échappements un peu carrés sur le côté gauche. Ouverture du coffre, allez, double clic et c'est motorisé. Ce sera motorisé sur toutes les versions normalement et également la plage arrière ici qui est motorisée, qui remonte petit à petit avec un système électrique comme on le retrouvait également sur les versions plus haut de gamme avant. Seuil de chargement ici qui est positionné assez bas et surtout une énorme profondeur à l'intérieur. Alors, on a, si je ne dis pas de bêtises, 476 litres maximum. Hop. Alors regardez, moi je peux me mettre ici comme ça assez facilement. Si je me mets de cette façon, là je peux rentrer ici. On pourrait rentrer à 2 personnes sans trop de problème. Je suis un petit peu sali, désolé. Hop. Donc là encore, j'ai un sac là, mon gros sac de rando ici, mon manteau, etc. Et pourtant, je suis bien. L'avantage également que je peux tirer juste ici pour pouvoir rabattre la banquette de ce côté-là et de ce côté-là. Hop, banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Et lorsque je viens m'installer ici, Nicolas, 1m80, je tiens comme ça en ne touchant pas les sièges à l'avant. Et ça, c'est plutôt pas mal. 1m80 de long, c'est quand même assez spacieux. J'ai une petite LED là-haut. Bref, chez Audi, ils ne font pas encore de pack slip comme chez Dacia, mais on pourrait presque. Hein. Il y a de la place. Un petit bac de rangement de ce côté-là avec notre trousse de secours si je me fais un petit bobo. Une LED de ce côté-là, une LED de ce côté-là. De quoi accrocher ces sacs des 2 côtés. La plage arrière que l'on peut enlever et cette partie également. Et en dessous ici, ah, non, ça c'est juste de quoi dévisser les boulons. Alors, au niveau de ces places arrière, la poignée, c'est comme à l'avant. Donc là, j'ai laissé cette partie rabattue pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc c'est pas forcément pile poil à plat, il y a une petite pente, mais on pourra quand même rentrer des objets d'1m80 comme je vous disais. Top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité et hop, je rebalance ça. La ceinture reste bien sur le côté. On a une partie cuir qui vient vraiment jusqu'à la limite de la portière. On a des airbags également latéraux. Sécurité, un prime dans un véhicule haut de gamme. Je viens m'insérer ici. Alors, hop, je viens descendre dans une voiture. Ça se fait de plus en plus rare. Et j'arrive dans une banquette agréable, une berline. Oui, c'est fait également pour les passagers arrière, une berline. Et je viens fermer ma portière ici. Alors, au niveau de ma portière, belle finition sur la partie haute, c'est un petit peu moussé, une sorte de cuir ici, Sono, Bang et Olufsen en plus, donc qui m'amène encore plus de qualité, et une nouvelle signature également pour les poignées. Ensuite, je redescends un peu plus bas, on a la même couleur que cette sellerie sur la partie portière et des petits endroits qui sont un petit peu diamantés, plutôt jolis. Ensuite, une partie plastique qui rappelle ce que l'on connaît chez Audi, avec toujours cette sensation de plastique doux, c'est plutôt pas mal. Par contre, le bas, des plastiques très basiques. Alors, Nicolas, 1m80. Moi, je sais que je conduis assez bas lorsque je suis dans une berline, donc mon siège est au plus bas, qui fait que pour passer les pieds en dessous, c'est pas tip top ici. Il n'y a pas énormément de place. Par contre, au niveau de la tête, moi je suis 1m80, franchement ça va. On a des fenêtres et qui sont assez généreuses, les vitres sont grandes, larges, ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur l'extérieur et surtout les 2 sièges sont bien écartés et avec des appuis-têtes pas trop gros, donc j'ai une belle visibilité sur l'avant et ces écrans qui sont incroyables, franchement assez dingue vu d'ici. J'ai de la place pour les genoux, pourtant c'est moi qui conduis ici. J'ai de la place aux épaules, je suis plutôt bien. La couloir, je le tire ici, ils ont mis de quoi passer la main facilement. Double porte-gobelet là, et ils sont bien à la même hauteur. C'est plutôt pas mal. L'appui-tête est un petit peu mou sur le haut. Alors si je le relève un poil, hop, ouais, un petit peu moussé, donc c'est plaisant.
on est bien. Au niveau du dossier, alors il est légèrement creusé, un tout petit peu. Il est plutôt mou au niveau du dos. Au niveau de l'assise, c'est pareil. On sent qu'on a une mousse plutôt molle. Ils vont assez loin, comme la cave ici à pied est creusée. J'ai quand même un petit peu de maintien au niveau des cuisses. Alors ça ne remonte pas jusqu'à vraiment derrière les genoux, mais c'est plutôt pas mal quand on voit les voitures de nos jours, parce que souvent ils les mettent de plus en plus haut. Et l'avantage c'est que c'est pas une voiture électrique, donc j'ai pas les genoux relevés trop comme ça, comme certaines voitures électriques. Donc là c'est plutôt avantageux. Je ne peux pas régler, par contre malheureusement, l'inclinaison de la banquette. Ça se fait de plus en plus sur certaines voitures. Après c'est pas mal. Double LED au plafond, on a une climatisation trizone et également 2 sièges chauffants à l'arrière en option, bien sûr selon version. 2 ports USB-C sur le haut ici et on peut choisir chacun de son côté son aération. Pareil, je peux régler mon débit d'air de mon côté et lui de son côté. On a par contre un énorme tunnel central ici, il monte jusqu'à là, clairement à la moitié de ma jambe. Par contre, on a des versions 4 roues motrices, donc quattro, c'est normal que ça passe par ici. Ici, alors, là, c'est beaucoup plus dur, c'est une selle de moto, c'est très bombé. Au niveau du dossier, c'est très dur. C'est clairement pas une place pour voyager très longtemps. C'est une place d'appoint qui pourra dépanner, sauf pour un enfant un petit peu turbulent que vous pourrez punir ici. Après, au niveau des pieds, moi je fais 44-45. Ça passe juste. J'ai le pouce du pied un poil relevé. En tout cas avec lacets chaussures, ça passe pour que je puisse me coller au tunnel central ici. Sinon, il faudra écarter un petit poil les pieds, un petit peu en canard, comme ça. Après, tout le monde ne fait pas du 44-45. Là, au niveau des genoux, il me reste quand même de la place. Au niveau de la tête, je vous avoue que je ne touche toujours pas, mais je ne suis pas très loin. J'ai la houppette qui touche un petit peu là, lorsque je lève la tête. Après, ouais, c'est ferme. Ici, de ce côté, on est quand même bien mieux sur les côtés. Mais pareil, on voit que c'est bien moussé. Troisième ceinture en plein centre et comme je vous ai montré, on peut rabattre les banquettes en 2 tiers, 1 tiers, juste ici. Bon allez, allons découvrir l'avant. Allez, c'est parti pour que je vous fasse découvrir l'intérieur à l'avant, mais je vous remontre un petit peu comme ça, cette grande bouche là. Ici, en noir, je vous avoue que ça a du style à la caméra, ça ressort super bien. Et quand on la voit en vrai et qu'on se balade autour comme ça plutôt que les plans statiques, eh bien on voit vraiment les proportions et cette longueur dans la voiture. Elle est très longue, elle est fine, elle est fait élancer. Je trouve ça vraiment sympa. Bref, l'arrière et je vous emmène redécouvrir l'avant pour en savoir plus sur cette auto. On a toujours le Audi et A5 ici, donc c'est rappelé maintenant sur les côtés. Et ces poignées, alors je vous avoue qu'au début c'est un peu perturbant, on veut tirer. Et en fait, non, il ne se passe rien, il suffit de mettre ses doigts dedans et c'est un petit peu comme un truc tactile. À l'avant, c'est les portes en gros comme à l'arrière. On retrouve donc, alors là ça vient de sonner et se mettre en rouge parce qu'elle a vu qu'il y a une voiture qui arrivait. Et ça, elle vous prévient également grâce au radar de parking qu'on a à l'arrière là-bas. Bref, on revient sur cette portière. Portière ici donc avec une sorte de petit moussé ici, ce petit cuir là. Et donc cette nouvelle poignée également qui va venir dans l'enceinte mais également en rattraper là-bas au tableau de bord. On a cette imitation de bois ici. Alors ça fait un petit peu vieillot je trouve, mais pourquoi pas, je l'aurais peut-être mis en noir laqué pour que ça contraste avec ça, parce que alors c'est vrai que c'est joli, mais il n'y en a pas assez en fait je trouve pour que ça aille bien sur cette config, donc j'aurais pas choisi le bois là ni là personnellement. Après, affaire de goût, mais ça irait bien peut-être avec un intérieur blanc ou full noir, pourquoi pas. Ensuite, cette partie ici, donc pareil, là c'est matelassé, etc. Le petit diamantage ici, donc ça c'est plutôt joli. Et cette partie, donc commande, rétroviseur, mémorisation des sièges, verrouillage des fenêtres à l'arrière, verrouillage de la voiture. Et les feux sont également ici. Donc voilà, on règle ici. Est-ce que je veux en auto, en veilleuse ou à l'avant, les anti-brouillards ou à l'arrière. Donc tout se commande d'ici. Alors, désolé pour les reflets, voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux là. Commande de fenêtre, ici la poignée donc pour venir choper la porte pour refermer, et par contre donc qui laisse aller jusqu'au bac en dessous et avec l'ouverture du coffre. Sono Bang & Olufsen, c'est rappelé ici, c'est également illuminé la nuit. Au niveau des seuils de porte, on n'a pas le S-Line qui est marqué, pourtant c'est bien une version S-Line. Siège électrique, donc avec cette couleur marron qui lui vont bien franchement, avec ce contraste en blanc, je trouve que ça fait bien le boulot. Au niveau du pédalier, bien sûr, 2 pédales, juste ici, on a toujours ce rangement là sur la partie gauche, assez profond, ça je trouve que c'est toujours un vrai plus d'avoir un rangement ici, il est discret, il est bien caché.
Je viens m'insérer ici à l'intérieur. Normalement, on a une séquence d'accueil lorsque on arrive dans la voiture. Alors, est-ce que ça va me le faire comme ça? Ça me le fait. J'ai ça avec les anneaux, l'Audi, etc. qui vient s'y mettre. Je vais me reculer à fond pour vous donner la meilleure visibilité sur tout ce système d'infodivertissement qui est tout nouveau, qui arrive de l'Audi Q6. Et comme vous pouvez le voir, il y a 3 écrans, un pour moi et un pour le passager, juste ici. Donc ça, par contre, c'est quand même plutôt cool. Alors je vous montre comme ça avec cette vue. 3 écrans, c'est ultra techno. Et les écrans sont de plus en plus grands, 14,5 pouces pour celui-ci, 10 et quelques pour celui-ci, 10 et quelques pour celui-ci. Et en vrai, clairement, ça fait vraiment vaisseau spatial. Et ce que j'aime bien, c'est que tout ça, toute cette dalle est tournée vers moi. Alors je crois que c'était Mercedes le premier à faire ça. Ensuite, il y a eu BMW qui s'est mis à faire double écran mais un petit peu incurvé. Après, tout le monde s'y est mis, un Hyundai, Kia, etc. Tout le monde fait ça. Même la nouvelle R5, double écran comme ça. Et là, 3 écrans. Bon, ça, c'est pas tout le monde. Je crois que c'est Ferrari les premiers à avoir mis un écran là-bas là, pour le passager. Bref, les volants. On aura toujours 3 styles de volants différents qu'on pourra choisir. Alors, nouvelle également identité au niveau des volants avec des mes plats, sorte de mes plats ici, une sorte d'arrondi là, toujours le petit coin ici pour vraiment avoir ce ressenti où sur le bout de la main, eh bien on est calé puisqu'on peut le tenir comme ça, pouce ici, on fait glisser là et on fait glisser les doigts et un doigt pour la palette derrière, pour aller chatouiller la palette si on a envie de rouler de façon sportive. Et comme vous pouvez le voir, alors le fait que ce soit illuminé ici, ces commandes de rétro, siège, feu, plus tout ça, je trouve ça sympa. Et comme je vous disais, donc cette poignée maintenant qui s'intègre avec ça là, le retour. J'aime bien les parties design comme ça. Les rétros par contre, beaucoup trop petits pour moi. La visibilité n'est pas incroyable. Là, heureusement qu'il y a le coin bombé sur celui de gauche. À droite, je ne l'ai pas. Et je vous avoue que la visibilité, on aurait pu faire un poil mieux, surtout pour une grosse voiture comme ça. Et surtout que je pense qu'il y a des gens qui vont remorquer avec une meilleure visibilité, ça aurait pu être pas mal. Et les 2 coins bombés. Ensuite, on a quand même le rappel d'angle mort à chaque fois. Le volant, donc de cette façon, assez simple. On a des commandes ici pour le volant chauffant, la commande vocale qui intégrera ChatGPT très prochainement, changer de musique, le volume ici, le mute, une touche favori, décrocher au téléphone, et voilà, la simplicité sur la droite. De ce côté-là, ça va être pour l'écran, changer de vue, alors vue très simple, vue moins simple, ensuite changer quelques infos, ça dans l'affichage tête haute là-haut, alors je pense pas que vous allez le voir, mais on peut faire défiler des trucs là-haut, lecteur multimédia, navigation, etc. Donc un très bel affichage tête haute, je vous en ferai un petit bout sur la route. Ensuite, faire défiler les menus que j'ai là de ce côté-là, à gauche, à droite, comme on connaît, avec les trajets par exemple de ce côté-là et l'heure. Et de l'autre côté, le multimédia, le téléphone si vous connectez, la navigation, quelque chose d'assez basique, et les aides à la conduite qui ici seront au milieu. Ici c'est le réservoir d'essence avec l'autonomie et combien il me reste. Le mode balance, c'est le mode sur lequel la voiture redémarre à chaque fois. De ce côté là c'est le contour ici, donc vraiment tout petit, comme quoi ça ne compte même plus maintenant vraiment pour les marques d'avoir un contour. Elles vous disent rouler et puis voilà, on verra le reste ensuite. Donc des palettes comme je disais derrière le volant, moins à gauche plus à droite. On a une boîte 7 vitesses. On retrouve chez Audi toujours cette commande ici. Donc je tire vers moi pour activer le régulateur. Plus vite de 1 en 1 comme ça, plus vite de 10 en 10, vous allez là au bout, et moins vite de 10 en 10 en cliquant à fond vers le bas. La distance avec le véhicule qui me précède, donc plus loin, moins loin. 7 c'est pour par exemple je roule à 110 ou 113 et je dis 7, mets-toi à 113. Pour éteindre tout ça, je bascule vers là-bas et regardez, donc là par exemple, hop, je l'active vers moi, je tire et quand je le pousse, hop, ça me désactive. Hop, et sur le haut, si je souhaite, plutôt que le régulateur, j'ai le limiteur en appuyant ici. Mais moi je préfère le régulateur adaptatif qui fonctionne très bien. De ce côté-là, hop, appel de phare, donc on le voit ici. Le centrage de voix ici, si je reste appuyé, ça me désactive le truc entre les lignes. Mode auto, je le bascule vers l'avant, j'ai les pleins phares automatiques, donc on peut le voir ici. Donc là, activer, désactiver, auto. Le mieux c'est de le laisser en auto, ça se débrouille vraiment très très bien. Ça c'est pour ce côté, et de l'autre côté, les essuie-glaces, quelque chose d'assez basique. Et pour l'arrière, c'est sur le coin, l'extrémité. Il y a un moustique qui m'embête depuis tout à l'heure. Meurs. Ah, voilà.
Il m'a piqué la joue. Je sens qu'il m'a piqué. Ça me démange. Ensuite, ce tableau de bord ici, donc on peut voir incurvé comme ça avec ce grand écran et l'affichage tête haute, comme je vous disais. Ah, non, attends. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Donc ça, on a vu. De ce côté-là, le nouveau système d'infodivertissement, je vous en referai une vidéo complète dès que j'ai un petit peu de temps. Là, c'est déjà un petit peu short et je crois que je suis déjà en retard en vrai. Désolé Audi, c'est pour la bonne cause, pour que les gens puissent tout savoir sur cette voiture. Nouveau design, on va dire, avec les raccourcis ici, les menus à cet endroit-là, avec donc tout ça. Il y a Google Automotive qui est intégré maintenant à la voiture. On a Android Auto et Apple CarPlay bien sûr en sans fil. Mais je vous mets comme ça pour pas que vous voyez ma grosse tête dans le reflet. Tout ça, donc maintenant des petites icônes comme sur un smartphone, la plupart des voitures le font. Alors il faut vraiment se pencher parce qu'il y a beaucoup d'options. Et pareil, lorsqu'on va aller dans les menus, il y a beaucoup d'options. Pour chercher quelque chose, c'est pas forcément facile puisque les voitures sont de plus en plus complexes. Par contre, une fois qu'on a réglé sa voiture, c'est quand même plutôt pas mal. Alors je vais pas vous en faire un truc détaillé, je vais vous montrer en gros les icônes principales ici. Donc les menus ici, la touche Home ici, on peut faire défiler plusieurs pages de widgets. Par exemple ici, j'ai mes raccourcis de mode de conduite, ça c'est plutôt pas mal. Et je peux faire défiler comme ça, et la troisième page juste ici. Et là, je peux définir de nouvelles choses. Le fait qu'on ait le GPS est plutôt bien. La cartographie s'adapte également à la voiture et au régulateur adaptatif. Donc, je peux ensuite aller 100% GPS avec là, on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui ont des piscines dans le coin, dis donc. C'est pas mal ça. C'est plutôt réactif, comme on peut le voir. On a le trafic en temps réel, les radios juste ici. Donc, ça met un petit peu de temps. Après, je trouve que Audi, ça reste très clair. Vous avez vu, fond noir, c'est noir partout quasiment. Le téléphone, si je le connecte ici, alors moi je ne l'ai pas connecté, parce que je connecte à chaque fois en USB-C, parce que sinon après moi ça m'embête lorsque je roule sinon ou que je veux filmer. Donc par exemple là moi je me reconnecte en USB-C, donc il va me détecter mon téléphone. Hop, et voilà, le CarPlay, ouvrir CarPlay si je veux, et ça m'ouvre mon CarPlay. Donc là je suis dans mes contacts, etc. Je peux avoir mon Google Maps, ma musique, mon téléphone, et ensuite surtout mon Android Auto ou Apple CarPlay en très grand. Ça fonctionne bien sûr en sans fil si je souhaite, et on peut voir que c'est gigantesque. Et en plus, n'oublions pas, on a encore cet écran là pour le passager. Donc on était au radio, là au téléphone, là réglage de la voiture, les petits raccourcis vers les réglages de la voiture. Donc les écrans, on a de l'éclairage ici pour l'éclairage intérieur, l'éclairage extérieur, les entretiens pour vous dire quand est-ce qu'il faut y aller, quelques autres infos. Voilà, je ne rentre pas dans les menus comme je vous disais, et je peux revenir ici au départ avec les infos des écrans, avec la luminosité que je peux personnaliser par exemple. Ensuite, la touche ici réglage où je vais avoir tous les réglages de la voiture et mon CarPlay qui s'affiche juste ici. Sur le bas, j'ai les commandes de climatisation. On peut lui dire, voilà, clim auto. Alors auto, je peux le mettre faible, équilibré ou intense. Moi, je laisse en faible pour que ça fasse le moins de bruit possible. Et le menu climatisation qui s'affiche juste ici. Alors pareil, toujours très basique, c'est pas trop compliqué. Je veux en haut, ici, là et là. Je veux que ce soit partout pour les deux. Place inoccupée, réactiver. Voilà, j'appuie pour réactiver parce qu'il a détecté qu'il n'y avait personne d'assis sur la place du côté. Je peux mettre en synchronisé, je peux mettre en écho. Bref, je choisis un petit peu ce que je veux. L'assistant de confort. Réchauffer les mains, réchauffer les pieds, rafraîchir ou de l'air frais. Ça c'est plutôt pas mal. C'est un petit truc, ça vous met le volant chauffant, etc. Bon, c'est des petits gadgets. Et ensuite, je peux voir à l'arrière, place inoccupée à l'arrière pour réactiver. Donc je clique et je peux même activer les sièges arrière chauffants directement d'ici si les enfants le veulent, ou avec la commande vocale. Donc ça c'est le menu clim, assez simple, et je peux couper la clim ici, mon siège chauffant ici, et le volant chauffant, il est activé directement à cet endroit-là via le volant. Voilà, ensuite on a des petits points là-haut pour revenir au menu central. On peut faire défiler ça, je crois, exactement. On peut faire défiler une petite barre de raccourcis comme ça du côté, donc que l'on voit ici, qu'on fait défiler comme ça, avec des raccourcis sur le haut ici, ou la luminosité de l'écran par exemple, si je souhaite. Là, par contre, on n'a pas de raccourci. Ah si, on a quand même celui d'en haut, en plus. Voilà, avec des messages, bon, au cas où la voiture a besoin de vous parler, et on a encore des réglages directement en haut ici, pour avoir toutes les fonctions juste là. Bref, ça c'était cet écran. Et ensuite celui-ci, alors on a la même chose avec les raccourcis sur le côté, la radio ici, là, là. Par contre,
là, on peut connecter un autre téléphone ici. Donc ça peut avoir un téléphone ici et un téléphone pour le passager s'il veut lui sa musique, etc. Ou je peux lui dire, voilà, éteindre l'écran si je veux. Mais je vous avoue que c'est plus joli comme ça. Et sinon, lorsque je conduis, moi, je ne le verrai pas. Et sinon, il se mettra en veille si je suis tout seul dans la voiture. Ça, je vous ai montré. Plus bas, donc on a cette partie également qui fait le tour. Donc ça fait le tour avec les poignées là-haut. Et c'est le tour. Son entourage, il existe en rouge. Je l'ai vu en rouge. Incroyable en rouge. Ensuite, les parties climatisation ici, quelque chose de très simple, très sobre, très discret, fin. Et je règle ici sur le côté. Il faut vraiment les voir tellement c'est discret. Mon débit d'air. Ensuite, en dessous, 2 ports USB-C, prise 12 volts, c'est laqué, c'est plutôt joli. Avec chargeur par induction sur la partie haute. Par contre, c'est très brillant. Ça reflète un petit peu, mais en vrai, c'est joli comme finition. Démarrer la voiture ici. Le Drive Select pour rechoisir mes modes. Là, Balance, dynamique, confort et efficiency. Tiens, je vais mettre le efficiency. On va rouler un petit peu sur la fin avec la voiture ici qui est très jolie. Vous avez vu, là, plutôt stylé. Et ensuite, désactiver le SP et la touche warning qui est la touche warning. Il m'active les trucs verts sur les côtés. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est mon raccourci pour les aides à la conduite qui vont venir juste ici avec les alertes, les assistants de maintien. Mais vous avez vu le nombre d'options qu'il y a maintenant. C'est assez incroyable. Les vitesses, etc. Enfin, non, mais le truc, le nombre de vitesses, waouh. Et l'efficience, il y a vraiment beaucoup d'infos. Bref, ça, je vous laisserai éplucher. Ça, les caméras de parking que je peux activer comme ça. Par exemple, si je suis à l'arrêt avant de partir, revérifier qu'il n'y ait pas de trottoir autour de moi, à gauche, à droite, devant, derrière. Ensuite, le frein de parking qui est ici, et ça, ensuite, drive en tirant vers moi, une deuxième fois, ça passe en S, neutre un petit peu comme ça, et reculer à fond, tout là-haut. Double porte-gobelet ici, donc le chargeur par induction là, donc c'est plutôt joli, on a une grosse partie centrale, et ensuite un accoudoir, ici qu'on va pouvoir régler en hauteur, donc là par exemple en hauteur, ou là voilà, et je peux régler grâce à la petite poignée juste ici. Chose d'assez simple, il est un peu creusé, donc si on met des choses un peu plus volumineuses, le petit chiffon ici pour renettoyer bien son écran, ou là, ça, une petite microfibre comme ça, c'est le top. Tout petit rangement, puisque on a en gros la transmission qui passe en dessous, donc on ne pouvait pas en faire trop, et un petit endroit pour les stylos ou autre. Les sièges, je vous ai un petit peu montré. Je n'ai pas aujourd'hui le toit vitré, il existera en toit vitré comme on le fait sur les voitures premium maintenant, avec le toit qui devient électrochrome, donc qu'on peut teinter, opacifier plus ou moins. Donc ce sera disponible également sur cette version A5. Sur le haut ici, les boutons très simples, les lumières ici en tactile de chaque côté. On peut tout allumer ici à l'avant, plus fort également. Touche SOS, touche information et allumer l'arrière. Là, le petit miroir qui va bien avec la LED, poignée pour tout le monde, de quoi mettre ses tickets de péage. Le rétroviseur central sans bord, électrochrome automatique. Bref, quelque chose d'assez simple. Des haut-parleurs, on peut voir en haut, là, là, là. Il y a 20 haut-parleurs dans la voiture et la boîte à gants juste ici. Et on peut voir qu'une feuille A4, ça c'est le chemin qu'on devait faire mais que je n'ai pas fait du tout. Une feuille A4 tient tout juste comme ça. On ne pourra pas mettre un grand livre, mais une feuille A4 toute seule. Ça passe. Pareil, pas sûr qu'on puisse mettre de grandes bouteilles ici. Les petites passent, mais les grandes, je suis pas sûr. Bref, allons essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route maintenant. C'est parti. Allez, c'est parti à bord de cette nouvelle A5 avant donc break TDI 204 chevaux. Je vous laisse une diesel puisque je sais que les gros rouleurs aiment toujours le diesel. On va voir si c'est toujours aussi intéressant. On va regarder ici. Alors hop, ça c'est la radio. Je vais passer de ce côté-là. Les consos, moi j'aime bien voir mes consos ici. Donc je veux changer ça. Hop, trajet, mémoire à long terme, ok, je vais tout remettre à zéro. Maintenant, 0 minutes, je suis parti jusqu'à Aix-en-Provence. J'ai décidé de me faire un long trajet autoroutier pour voir également les consommations et tester en même temps cette micro-hybridation là, MHEV+, voir ce que ça donne. Donc, on a un moteur diesel, 4 cylindres, et on entend tout de suite également le fait que ce soit un moteur diesel. C'est toujours... assez sonore les moteurs diesel et sans le plaisir de la version essence un petit peu sportive. Ça fait toujours un petit claquement, mais par contre normalement niveau consommation c'est ce qui se fait de mieux. On va voir, là je suis parti pour 180 km/h, donc après il faut forcément se le faire en retour. On va se faire un petit peu tout type de route et surtout je vais essayer de trouver le soleil parce que là la Côte d'Azur en ce moment il fait vraiment pas beau. Donc je me suis dit
Allez, let's go, c'est parti, on va tester ça. Donc là, le plein est fait. Je sais que les voitures font un petit peu des petites routes ici standard et autres avec des routes de montagne, mais avec le plein, elle m'annonce 720 km. On va voir comment ça va évoluer également. Je viens de la démarrer, la climatisation s'est lancée, etc. Donc le moteur se démarre forcément. Mais sinon, grâce à cette batterie un petit peu plus grosse, on va pouvoir maintenant utiliser la climatisation sans mode éco également lorsqu'on va rouler en électrique avec ce petit mode où ça ralentit et même en start and stop, la voiture va être assez discrète. Par exemple, là, voilà, je suis en descente, j'ai régénéré un petit peu d'énergie en freinant, donc le moteur s'est coupé et par exemple, là, je peux faire une zone, par exemple, de roue libre ou même réaccélérer légèrement et être en électrique. Comme on a un GPS assez intelligent, on a la cartographie qui est notée. Donc, par exemple, là, ici, que c'est une zone 30, donc là, pour le petit resserrement, et par exemple, il ne sait pas que là, c'est repassé à 50. Et donc ça, la lecture des panneaux, c'est assez contraignant. Donc, je vais m'arrêter tout de suite. Hop, je vais mettre en warning ici. Alors, je vais désactiver ça tout de suite. Petit bouton ici, raccourci, aide à la conduite, alerte de fatigue, on désactive. Alerte de panneau, on désactive parce que sinon c'est chiant. Alerte de survitesse, on désactive. Franchissement de ligne, tout ça, ça me dérange pas trop. Et ça, on désactive. À chaque fois qu'on va redémarrer la voiture, ça va se réactiver. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça peut me permettre de vous montrer que je redémarre en électrique, limite comme une vraie hybride, alors que c'est juste une mild hybride plus. Alors les mild hybrides vont de plus en plus. Là par exemple, sans descente, la voiture n'a toujours pas redémarré. Là je suis en roue libre et donc ça me permet de rouler tranquillement. Et là je vous avoue que c'est très discret. Ouh là là, mais le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Hop, et ah, ça y est, ça s'est redémarré quand même. Il va y avoir forcément des phases où le moteur va se démarrer. Mais c'est plutôt agréable pour les phases en ville ou dans les bouchons. On a une batterie d'une capacité de 1,7 kWh net, ce qui est franchement pas mal. C'est plus que certaines hybrides. Renault par exemple a une 1,2 kWh. Là on a une 1,7. Alors j'ai trouvé ça énorme. Après c'est une voiture beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde également. C'est des voitures qui font 2 tonnes. Donc un petit peu plus, ça fait pas de mal. Là je suis à régime stabilisé en ville. Ça me passe les rapports quasiment toujours sous les 2000 tours minutes. La direction est très agréable. On sent que c'est assez vif. On a une direction progressive. Alors selon la vitesse et selon l'angle de volant qu'on va mettre, ça va orienter plus ou moins la voiture. Et donc là on a un point milieu assez sympa. Hop, Dodan. C'est confort. Ouais, c'est plutôt confort. J'ai une longue berline. J'ai un affichage tête haute qui est vraiment très sympathique. Ça roule plutôt bien. Bien toutes les vitres de fermer. Vitre feuilletée ici à l'avant. C'est plutôt agréable. On entend quand même pas mal les bruits de roulement. Pourtant dans ma plage arrière est bien fermée. Hâte de voir ce que ça va donner sur l'autoroute. Si on appuie vraiment très légèrement sur l'accélérateur, le moteur reste assez discret. Mais on l'entend tout de même un petit peu. Alors là par exemple, voilà, à partir du moment où je relâche mon pied de l'accélérateur, ça fait vraiment comme une hybride. Donc on a vraiment l'impression en fait que c'est devenu une full hybride. Et j'ai l'impression que les full hybrides deviennent encore plus améliorés. Mais les MHEV deviennent des vrais full hybrides. Et par exemple, je freine et j'ai déjà coupé le moteur bien avant. Avant, les meilleurs MHEV coupaient aux alentours de 10 km/h. Maintenant, ça se fait bien en amont. Et je vous avoue que ça, c'est quand même confortable. Et ne pas avoir à entendre le petit diesel à l'arrêt, bah ça également, c'est un plaisir. Parce que le diesel, c'est comme je vous disais, ce bruit qui tape un peu, mais voilà. Et là, je repars dès que je relâche. Donc, j'ai la voiture qui avance un petit peu. Là, je suis toujours en élec, et là, le démarrage. Et pareil, la transition entre le thermique et l'électrique, ou de l'électrique au thermique, c'est absolument imperceptible niveau sensation lorsque je roule. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai 204 chevaux vraiment en thermique et ce supplément en plus des 204 chevaux. Donc ça, c'est l'avantage. Alors là, il y a quand même de gros trous.
La voiture est également plus ferme. Ils ont voulu faire en sorte que la voiture soit plus ferme pour qu'elle soit plus dynamique et qu'on ait un meilleur ressenti de conduite. Alors on a quand même une voiture assez longue, très longue en battement. Donc c'est avantageux parce que dans ma voiture je suis bien, je sais que j'ai mes roues aux quatre coins de la voiture. Ouais, cette petite transition est sympa. C'est vraiment très fluide. Je suis content d'essayer quand même cette nouvelle A5 aujourd'hui. Et là je suis en élec. Et toutes les manœuvres à basse vitesse se feront normalement en électrique. Donc pour la ville, c'est plutôt pas mal. Pendant qu'on est de nuit, voilà, petit éclairage d'ambiance. Là, le long ici qui traverse, c'est plutôt joli. Là on a le triple écran. Bref, une petite ambiance lumineuse assez moderne, mais toujours très discrète à la façon Audi. Ils ne sont pas trop bling bling, même si on commence à avoir beaucoup d'écrans. Mais je trouve que selon les marques, il y a des marques qui vous font des écrans et vous dites waouh. Et là en fait il y a des écrans partout, mais on se dit ouais, c'est toujours ce côté simple. Petit test de manœuvrabilité, caméra 360 degrés, donc ça c'est quand même vraiment le feu. Moi je vous avoue que je regarde souvent maintenant même quasiment que les caméras comme ça. On peut s'en sortir vraiment pas mal. Après bon, c'est toujours bien de jeter un petit coup d'œil aux alentours pour voir la réalité. Et comme je disais, on manœuvre 100% en électrique. Là depuis tout à l'heure, je fais de la ville. J'ai une moyenne à 6,5 litres au 100, alors qu'il y a un petit peu de montée, un petit peu de descente et autres. Et je trouve ça vraiment pas déconnant pour une si grosse voiture, en sachant que j'ai la version Quattro en plus. Et là on va aller faire de l'autoroute, ce qui moi aussi m'intéresse, pour voir sur les longs trajets jusqu'à Aix-en-Provence. Donc on est à Nice, Aix-en-Provence, donc ça nous fait 180 km environ. Ça relance plutôt bien. On entend un poil de moteur, on entend le turbo également avec des nouveaux moteurs turbo. Hop, là c'est à droite. Hop là. Allez, on va pouvoir aller tester également toutes les aides à la conduite, conduite de niveau 2 bien entendu, vous vous en doutez. Je vais vous faire un petit peu toutes les plages également. Donc là, je suis à 80 km/h. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est me mettre 80 km/h. Donc là, ça y est, il a détecté la voie. J'ai mon centrage de voie, ma conduite de niveau 2. Là, je suis en montée en plus, donc un petit peu en contrainte. J'ai des camions autour de moi. Je les entends forcément un petit peu, mais j'ai quand même des vitres plus épaisses. On n'a pas aujourd'hui le toit panoramique, donc il n'est plus ouvrant. Il est juste un grand panoramique opacifiant, comme on retrouve maintenant chez la plupart des Mac Premium. À ce régime-là, le moteur est assez discret, puisqu'on est à régime stabilisé. On a quand même une assistance de l'électrique également. C'est plutôt pas mal. C'est assez confort et pareil, selon les modes de conduite, on va vraiment sentir une vraie différence au niveau de la suspension. Allez, 90 km/h. Ça augmente progressivement. Alors, j'ai pas un vrai contour là avec cette vue ici. Mais là, je dois être à 1000, je dois être à 1600 tours à peu près, à 90 km/h. L'avantage du diesel, c'est ça, c'est qu'on reste souvent également assez bas dans les tours. Très belle M3 en bleu. Alors, j'entends quand même pas mal les bruits de roulement qui remontent. Après, on n'est pas sur les plus beaux goudrons ici. On va voir ce que ça donne tout à l'heure sur du plus roulant. À 90, donc pareil, toujours mes aides à la conduite. Moi, je vais me faire conduire là pendant 1h30 jusqu'à Aix-en-Provence. Je vais juste laisser mes mains sur le volant. Et d'ailleurs, ce volant ici, là, qui permet de laisser les deux mains en bas, comme ça, si vous voulez. Allez, on augmente un petit peu le rythme. On passe. Attention, à 110. véhicule sur le bas-côté sur votre trajet. C'est gentil, Waze. D'accord. Il m'a fait peur. Il n'avait pas parlé jusque-là. À 110. J'ai l'impression que c'est plus silencieux à 110 km/h qu'à 90. À 110, je dois être à 1900 tours minute à peu près. Donc là, je suis en 7e rapport. Je vais laisser en drive. On a la boîte manuelle également si on souhaite. Mais le mieux, c'est de la laisser faire. Le G63, il est un peu plus pressé.
même en montée. Ça reste plutôt bien sonorisé. Je trouve ça plaisant. Et si je double en montée, donc elle va réaccélérer un peu. J'aime bien, c'est ça là, les petits trucs des clignotants. Je crois que c'est Cupra le premier à l'avoir fait. Et je trouve ça assez cool. Pareil avec le GPS, ça va vous mettre des lignes comme ça qui vont vous dire hop, attention, c'est la prochaine sortie, etc. Même à 110 en montée, en contrainte, on sent qu'on est dans une voiture quand même un minimum premium. L'intérieur est très joli, j'aime beaucoup. Le fait que ce soit plus clair, que ce soit ce marron là, je trouve que ça lui va bien. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Le rouge du S-Line aussi est magnifique. Avec, là c'est parti en rouge. Le marron ça lui amène un petit style un peu classe. Avec ce blanc, belle config je trouve. Même un beau vert ça aurait été incroyable. Mais il n'y a pas de vert malheureusement. Ça c'est dommage. Et il y avait une RS4 chez Audi qui était verte, magnifique. Je la trouvais tellement incroyable cette couleur. Allez, le petit 0 à 100, c'est parti. Let's go. Full gas, wow, ça motorise bien. 50, 55, 68, 73, 87, 81, 100. 102. Impeccable. Ça se débrouille plutôt pas mal. On a du couple. C'est assez linéaire. Il n'y a pas de waouh. On a 204 chevaux, c'est largement suffisant. Alors je suis à 110 depuis tout à l'heure et je constate que par exemple, à chaque fois, même sur l'autoroute à 110 km/h, dans les descentes, eh bien, le moteur se coupe et je roule en hybride. Par exemple, là, ça ralentit un tout petit poil devant. Également, moteur coupé et le freinage, pareil. Est-ce que là, par exemple, je vais mettre pied dedans pour pouvoir doubler? Ça met un petit peu de temps à réagir. Alors, je n'étais pas en mode sport ou autre. Et c'est parti. Et même pied dedans, vous avez vu, hein, c'était très très linéaire. Et ça accélère un petit peu. J'avoue, c'est pas une version sportive. J'ai roulé 53 km, dont en gros 40 à peu près sur l'autoroute à 110. Moyenne à 5 litres 7. Là je viens d'arriver sur un bout d'autoroute où c'est 130 maintenant normalement jusqu'à Aix-en-Provence sur les plus de 100 km restants normalement. Donc là je suis à 110, je vais juste laisser passer les quelques voitures. Je suis à 90, c'est parti, pied dedans. Hop, clignotant. 95, 100, 102, 107, 110, 116, 120, 125, 130. C'est correct, il y a de quoi doubler. Comme je vous dis, c'est pas brutal, mais il y a largement de quoi faire. Et surtout, maintenant je me remets mes aides à la conduite et on va se laisser conduire tout le long. Donc 5 litres 7 de moyenne pour le moment. On va voir ce que ça donne maintenant en étant à 130 km/h, en sachant que le diesel c'est toujours assez efficace sur l'autoroute, surtout pour tracter un gros bébé comme ça. Et en plus, surtout, ça peut remorquer. C'est ça l'avantage également du diesel, c'est que c'est coupleux et c'est plus pratique pour tirer une caravane ou ce que vous voulez derrière, ou même tirer une autre voiture par exemple. À 130 km/h cette fois-ci, donc je suis à peine plus que 2000 tours minute. L'insonorisation reste correcte par rapport aux autres voitures sur l'autoroute. Hop, on se remet de droite. Les bruits de roulement restent contenus, les bruits du vent. Je suis assez surpris, les bruits du vent sont quasiment inexistants. Aucun bruit du vent. Franchement, ça c'est beau. Le moteur hyper discret, juste des bruits de roulement. Enfin, ça on n'a pas le choix parce qu'il y a forcément les pneus qui viennent tourner sur le bitume. C'est une voiture agréable. Il manque plus que les massages dans cette version. Et là, je serai au top. Bon, après 115-116 km maintenant réalisés au total, 6 litres 0 de moyenne sur 116 km. Je trouve ça plutôt pas mal pour une grosse berline comme ça. En tout cas, en ayant fait une bonne partie tout de même à 130 km/h. Un petit peu au début du 110. Et là je continue quand même, il me reste encore 61 km. Il y a un autre truc que j'ai remarqué également, c'est comme j'ai désactivé la vigilance, attention, est-ce que je m'endors ou pas, et lecture des panneaux, en fait j'ai un truc qui clignote tout le temps et qui me fait, t'as désactivé ça, t'as désactivé ça, t'as désactivé ça, t'as désactivé ça, t'as désactivé ça. Et en vrai, j'avoue que ça c'est un petit peu embêtant. Allez, je m'en arrête là pour l'autoroute. J'ai réalisé 268 km. J'ai refait demi-tour. Là, je retourne aux alentours de Fréjus.
doit être par ici. Moyenne à 6 litres d'eau. Alors ce qui est marrant, c'est que sur le retour, j'ai consommé un petit peu plus, peut-être une question de vent de face ou vent de dos, ça peut jouer énormément. Des fois, je vois jusqu'à 1 litre de différence de consommation. Je sais que ça me le fait souvent quand je fais Paris-Pornic et Pornic-Paris. Eh ben, j'ai une grosse différence à l'aller et au retour, parce que souvent les vents viennent comme ça vers Paris. Donc ça joue plutôt pas mal. Donc là, 6 litres d'eau sur 268 km, en ayant fait une grosse partie à 130 quand même. Je pense 80% du trajet, c'était du 130. Je viens d'arriver sur des petites routes de campagne bien sympathiques ici vers l'Esterel. C'est très sinueux, on va pouvoir tester le châssis. Je suis toujours en mode confort, parce que j'aime beaucoup le mode confort de cette voiture. C'est une voiture qui est faite pour être confortable de base. En tout cas, dans sa version A5. Sinon, il y a la version sportive où ça peut être un petit peu plus raide. Et celle-ci aussi peut le devenir. Mais en confort, en conduite, cool, je trouve ça sympa. Il y a toujours ce petit bruit de turbo qu'on entend un petit peu avec de temps en temps, qui est assez sympa à entendre. C'est un petit peu présent, mais comme on a un moteur, c'est une voiture thermique, on peut se dire pourquoi pas. Ce qu'on peut faire, alors non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Drive Select, on va aller dans le mode dynamique. Alors là, elle vient tomber un rapport. Ma direction vient de changer radicalement, je l'ai senti instantanément. J'ai une direction plus précise. Alors, une cartographie différente, une réponse à la pédale qui est différente. Et franchement, là, la voiture est devenue plus raide et on va voir ce que ça donne en mettant un petit peu de rythme. Ouh, ça freine bien. La pédale également, un ressenti de freinage différent. Ouh, ça reprend, ça met des à-coups. Donc, ouais, ça devient beaucoup plus sportif. Le châssis a l'air incroyable. J'ai testé tout à l'heure, même sur du un peu gras. Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis comme pneu, mais je peux vous assurer que ça tient super bien. Et regardez, même là, je suis bluffé. La voiture reste vraiment à plat. Mais quand je vous dis à plat, c'est elle reste à plat. Et même si je m'amuse à faire ça, elle prend légèrement du roulis pour garder un peu de confort, même en mode dynamique. Mais par contre, à partir du moment où il faut lui en demander pour accélérer. Alors, le moteur, lui, ne sera pas sportif du tout. Par contre, niveau châssis, je vous avoue être assez bluffé. Et ça tient super bien. Et là, je viens de rattraper déjà des gens à qui j'avais laissé vraiment beaucoup d'avance. J'ai laissé normalement assez d'avance aux gens de devant pour pouvoir voir ce que ça donne ici. Toujours en dynamique. Et je vous avoue que le châssis me bluffe vraiment. Ça tient super bien. Ça freine vraiment bien. La direction, alors le feeling, Audi nous a parlé d'un feeling différent au niveau de la direction. Plus de ressenti, plus de sensations, que ce soit plus direct. Plus de fermeté également dans ce châssis. Et alors, j'ai pas l'impression que cette voiture fait 2 tonnes, clairement, quasiment. Et c'est assez impressionnant. Et on se prend à aller vite. Alors, je respecte les limitations à 4-5 km/h près. Je suis à 84 au lieu de 80 là, par exemple. Mais ça tient extrêmement bien le pavé. C'est vraiment bluffant. Il manquerait peut-être un petit peu de moteur, mais voilà, c'est un moteur diesel, c'est pas fait forcément là aujourd'hui pour avoir une voiture extrêmement sportive. Mais en tout cas, on peut prendre du plaisir là sur ces petites routes. Dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu. Et pourtant, c'est pas les sièges les plus sportifs de tous. Et en vrai, on est plutôt bien. Je peux passer les rapports si je veux aux palettes, si je veux me donner un côté un petit peu plus sportif. Bon. Après, le diesel, c'est pas fait pour être sportif, clairement. Ça monte jusqu'à 6000 tours à peu près. Mais le châssis, par contre, même sur les gros freinages, et ça freine extrêmement bien. Et en plus, dans la sérénité, le confort, je suis assez bluffé. J'ai presque envie de me dire, tiens, je vais attaquer un petit peu plus. C'est la route, pour ceux qui reconnaissent et qui suivent souvent les vidéos. J'ai descendu en R5. Cette fois-ci, on se refait la montée, mais en A5. Bref, c'est quand même franchement plaisant. Ça tient super bien. Alors, on sent que si on y va très fort, l'arrière s'emmène un petit peu sur le freinage. Et clairement, il faut vraiment y aller fort, quoi. C'est hyper sain. En plus, c'est un peu gras.
assez bluffante cette voiture. Bon, je vais arrêter de rouler comme un âne, parce que là on pousse un petit peu les consommations et c'est pas forcément le but. Et je vais remettre à 0 tout de suite, parce que là je suis à 20,4 sur la mémoire à court terme. C'est un petit peu dommage. Allez, on remet à 0 et on continue comme ça. Bon, je termine la journée comme ça en roulant que à 90 sans dépasser 90. J'ai fait pas mal de petites routes à 80, du Chinu un petit peu, des petits villages. Et là je fais un petit bout d'autoroute pour rattraper l'endroit où je devais aller. 90, 95 max. Et je vois que les consos descendent quand même vraiment pas mal. Je vous refais un petit débrief en arrivant et on se refait un petit point. Là il commence à se mettre à pleuvoir, on se fera un petit point dans la voiture. Allez, j'arrive sur la fin de mon essai. J'arrive là où je devais me rendre. Eh bien, moyenne à 5 litres 1, le 1 vient juste de passer. J'étais à 5 litres sinon depuis tout à l'heure sur les 47,6 derniers kilomètres. Donc ce qui est vraiment pas mal, 5 litres de moyenne sur une grosse berline comme ça, sachant qu'il pleut un petit peu également. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Alors, je vais juste aller me mettre là, 30 secondes. Pour finir cette vidéo, il faut que je la ramène juste à côté ici. Comme ça, je me pose et je vous fais un petit débrief entre nous. Hop, petit truc à savoir également, start and stop à l'arrêt. Quand j'appuie à fond sur la pédale, plus fort, ou j'enfonce un petit peu plus, la voiture se met en auto-hold. Je peux me remettre en parking ici. Je peux désactiver les essuie-glaces. Donc, moyenne à 5 litres 1 lorsqu'on roule. Petite route de campagne, tout ça. Il y a quand même pas mal de relief, de dénivelé aux alentours d'ici. Je pense qu'on peut sûrement même peut-être faire un petit peu mieux. Si je fais mémoire à long terme, 326 km moyenne à 6 litres 3, en sachant que j'ai tapé dedans et à un moment j'étais en moyenne à 22 litres au 100 à peu près, donc ça va être conservé en mémoire, donc ça augmente un petit peu. Mais rappelez-vous, tout à l'heure on était à 6 litres 2, ce qui est plutôt pas mal. Voiture diesel, ça reste toujours assez efficient. L'avantage c'est que pour les longs trajets, c'est hyper pratique. J'ai fait 326 km, il me reste encore 530 km d'autonomie. Donc on peut voir qu'on fait en gros donc 300 plus 500, 800, on va dire 30 plus 30, on ne les compte pas parce qu'on garde toujours une réserve. Donc en gros 800 km d'autonomie avec un diesel en ayant fait une bonne partie d'autoroute. On est un petit peu plus en conso sur autoroute, donc 6 litres 2 à peu près de moyenne, comme on a pu le voir. Ça reste correct et surtout l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de la recharger celle-là et on peut faire du trajet 800 km, ça fait en gros on descend de Paris dans le sud et ça c'est plutôt avantageux. L'intérieur franchement beaucoup plus moderne, cet écran ici passager c'est très cool, c'est très technologique, c'est confort. J'ai passé 4h42 en roulant aujourd'hui avec et franchement je suis plutôt en forme. L'intérieur, alors est-ce que là vous le voyez bien, on a l'éclairage d'ambiance ici, dans le petit bac ici, on a sous l'écran, là on a le long bandeau, le côté ici, dans les portières sur les côtés également par là, au niveau du porte-gobelet, au niveau des pieds, les portes arrière, c'est plutôt joli, c'est technologique, on a tout ce dont on a besoin aujourd'hui dans une voiture premium moderne, toutes les ailes à conduite, tout va bien, c'est confort. Juste pour moi, j'aurais bien aimé peut-être qu'on entende un poil moins le moteur. Celui-là, c'est le diesel. Il faudrait que j'essaye les versions essence. Mais je pense que c'est toujours assez intéressant pour les flottes ou les chefs d'entreprise ou ceux qui font beaucoup de routes. Version break comme ça, je pense que c'est une voiture qui se prend en diesel. Et ça reste toujours bien, même si on veut bannir le diesel chez nous. Anne Hidalgo a déjà fait fermer 3 pompes diesel dans Paris. Et je crois que ça va continuer. Donc bon, c'est dommage. Alors effectivement, pour dans Paris, c'est pas forcément plus utile. Mais pour les gens qui font de la route, bah ouais, c'est bien le diesel quoi. Donc bon, ben voilà. Moi je reste un fervent fan du diesel. Affichage d'angle mort, hop, qui se met en rouge quand il y a des voitures qui arrivent, au cas où, pour me dire voilà, t'es arrêté, t'es en parking, attention, n'ouvre pas ta porte à ce moment-là. Ça c'est plutôt futé également. Donc voilà, je disais, moi j'aime bien le diesel, je roule avec une voiture diesel, c'est hyper économique sur le long terme si on roule beaucoup, et même si on roule pas forcément plus. À l'époque, moi j'avais pas de AdBlue, mais là maintenant il y a. Mais très bonne voiture, le look impeccable, j'adore. Cette config magnifique, j'aurais juste pas choisi le bois là. Mais sinon, parfait, du coffre, il y a de quoi mettre les vélos si je rabats, il y a de quoi transporter la famille, les copains, alors plus 4 personnes parce que la 5e place est un peu ferme. Voilà, bonne auto. Peut-être quelques petites mises à jour à faire niveau logiciel, parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il faudrait affiner pour que ce soit parfait. Et on est bon. Bon, voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. Et puis, bah, des bisous. Ciao.